Dans Chien 51, Paris est divisé en 3 zones, séparées par des points de passage lourdement gardés. Les enquêtes de police sont confiées à une IA qui calcule les probabilités de culpabilité. Et Gilles Lellouche a été obligé de se teindre en blond pour avoir un look dystopique. Je n'aborderai les spoilers que dans une petite partie balisée en fin de vidéo. Ce film de Cédric Jiménez est une adaptation du livre Chien 51 de Laurent Godet avec Olivier Demangel au scénario. Je n'ai lu qu'une présentation du livre malheureusement, mais de l'aveu du réalisateur lui-même, une telle adaptation implique des sacrifices en laissant de côté divers aspects de l'œuvre d'origine pour conserver l'essentiel et répondre à des règles dramaturgiques propres au cinéma. Je n'ai que peu de doute quant au fait que de nombreux lecteurs de l'œuvre d'origine se sentiront probablement déçus, voire même trahis, car le film s'appuie sur un choix qui transforme un élément a priori secondaire du livre, l'intelligence artificielle, en élément central du film. Cédric Jiménez apprécie le concret, la rue, le matériel, plus que les digressions et allégories qu'on peut trouver dans le roman. Cette approche paye au début, en nous plongeant dans l'action et en donnant corps à cette agglomération parisienne dystopique d'un futur tellement proche qu'il reste étrangement plausible. Tout commence avec l'assassinat en zone 1 du créateur d'Alma, l'intelligence artificielle, qui a drastiquement amélioré le taux de résolution des enquêtes de police. Les deux personnages principaux sont Zem et Salia, deux policiers. Zem vit et travaille dans la zone 3, réservée aux classes sociales défavorisées, citoyen délaissé de 3e zone littéralement, tandis que Salia, jouée par Adèle Exarchopoulos, vit et travaille surtout en zone 2, nettement plus favorisée bien sûr, tandis que la zone 1 correspond à l'élite de quelques ultra-riches et aux lieux de pouvoir. Les deux grandes forces du film sont la crédibilité physique et technologique de tout ce futur extrêmement proche et la qualité esthétique de l'ensemble, aussi bien dans la colorimétrie, la lumière, quelques effets visuels et une réalisation nerveuse qui parvient à faire peser sur le spectateur toute la tension suffocante des scènes de stress et notamment de diverses poursuites et traques. C'est d'autant plus dommage quand on maîtrise aussi bien la peur viscérale d'une fusillade de se tirer une balle dans le pied en allant à la fois pas assez loin et trop vite. En effet, si l'entrée en matière est très prometteuse, en faisant peut-être abstraction des fameux cheveux blonds de Lellouche qui font plus faux cyberpunk qu'autre chose, la fin, quant à elle, semble aller bien trop vite et survoler son sujet au point de donner quasiment l'impression de passer à côté. Entre ce début et cette fin, on a une enquête relativement classique et un développement de personnages plutôt minimaliste. De ce côté, il me semble ironique de voir quelques plaintes en mode « on voit toujours les mêmes » qui visent Gilles Lellouche et encore plus Adèle Exarchopoulos. Ironique car c'est justement le talent des deux acteurs et leur capacité à donner corps surtout qui permet de générer une forme d'attachement au duo en dépit de leur caractérisation restant superficielle dans le script. À côté de cette appréciation pour leurs talents respectifs, je dois quand même aussi pointer un véritable problème dans le type d'alchimie que le scénario leur prête. On croit sans problème au développement d'un respect mutuel ou d'une amitié, mais quant à une éventuelle romance, là on entre nettement plus dans la science-fiction. Les 22 ans de différence entre Gilles et Adèle sont très marqués sans vouloir être médisant ou dénigrer qui que ce soit, et cet écart ajoute une barrière non négligeable à une relation dont la dynamique ne repose sur vraiment pas grand-chose dans le film, si ce n'est une scène de karaoké dont on retiendra surtout la bonne idée visuelle, l'ambiance encore une fois amicale et la voix étonnamment juste de Gilles Lellouche. Tant que j'y suis, la musique de Chien 51 composée par Guillaume Roussel est une réussite qui participe pleinement à donner vie à ce futur augmenté, comme l'appelle Cédric Jiménez. En termes sensoriels, c'est donc un carton plein pour le film. Ce n'est pas Blade Runner, mais justement l'objectif correspond aux moyens et on rend le tout très crédible, notamment avec des drones redoutables et omniprésents. Malheureusement donc, le film est trop court. Il manque de développement aussi bien pour son intrigue principale, à savoir l'enquête et la mise en garde dystopique, que pour son intrigue secondaire qu'on retrouve dans la relation entre Zem et Salia. Pour mieux saisir ce qui cloche, je suis convaincu qu'il faut revenir aux règles dramaturgiques évoquées par Cédric Jiménez, le réalisateur, en interview. Ces règles et ressorts sont relativement transparents et on sent à la fois les intentions louables qu'il y a derrière, aussi bien que les choix qui amènent le film à une fin relativement décevante au regard du niveau légitime d'excitation, promis par un début très réussi. Chien 51 s'appuie sur un choix très fort de choc de la révélation qui intervient sur la fin, bien entendu. Parfois, articuler un film sur la surprise d'un twist final fonctionne à merveille. Et évidemment, je vais citer ici
Sixième Sens, Fight Club, Usual Suspects ou encore The Game. Mais voilà, Chien 51 est un milieu de mécanique scénaristique aussi bien huilé, et la principale conséquence de son effet de manche consiste surtout à empêcher le film de développer ce qu'il devrait pour apporter de la profondeur à son propos. En effet, pour ménager sa révélation surprise, le film prend soin de ne jamais explorer l'objet de cette surprise, ni le contexte de sa mise en place. De ce fait, Chien 51 va obtenir un « Ah bon ?» du spectateur qui s'attendait à un aboutissement certes classique et cousu de fil blanc, mais logique dans ce type de contexte dystopique, liberticide et profondément inégalitaire, tout en sacrifiant pour l'obtenir tout le potentiel de montrer le degré de contrôle, de manipulation et de dysfonctionnement de cette réalité alternative. Encore plus dommage sans doute, ce choix prive aussi le film de l'occasion de montrer comment certains courants et certaines personnes pourraient être totalement en accord avec la direction prise par la nouvelle forme de justice ainsi déployée dans cette version de la France. Par ailleurs, un examen superficiel du film pourrait même aboutir à la conclusion que cette fameuse surprise va gravement porter préjudice au discours social et politique du film. Sur ce point, je serai un peu plus mesuré, car si c'est vrai en partie, à mes yeux, toute la création de ce pari parallèle suffit quand même en elle-même à démontrer sans l'ombre d'un doute que les pouvoirs politiques à l'œuvre ont complètement sombré dans les pires travers qui se dessinent aujourd'hui, alors que tout est fait pour préserver la fortune des plus riches et les investissements dans des technologies potentiellement délétères, plutôt que de chercher une meilleure répartition des richesses et de prendre en compte un effondrement écologique qui s'accélère sous nos yeux. Je reconnais néanmoins que les choix du film, qui donnent la priorité à un effet de surprise et au sentiment des deux personnages principaux, semblent considérer comme acquise toute la critique sociale et idéologique inhérente au genre. Je n'attendais pas du film qu'il souligne grossièrement ces aspects, mais leur manque de développement au profit d'une narration courte et nerveuse laisse une nette impression de superficialité. Par exemple, si la réalité de Chien 51 est une dystopie pour la plupart d'entre nous, il ne fait aucun doute que quelques milliardaires au cerveau fumé à la kétamine trouveraient sans doute là un modèle à suivre entre la paupérisation extrême des plus défavorisés et la confiance aveugle envers une technologie messianique censée sauver l'humanité de sa propre crétinerie. Parmi les éléments qui souffrent beaucoup de ce défaut de superficialité, on a notamment le groupe Breakwalls, une sorte de collectif Anonymous avec plus d'incarnation et d'activisme physique et pas seulement numérique. Louis Garrel incarne la figure de proue du mouvement John Mafram, avec une crédibilité de carton-pâte desservie par une absence totale du moindre début de développement. Par ailleurs, on peut s'interroger sur la temporalité, la géographie et les moyens d'un lieu de repli qui semble échapper dans le film bien facilement au degré de contrôle écrasant qui prédomine sur tout le reste de l'action, à tel point qu'on a l'impression d'avoir été soudain projeté dans une réalité parallèle. Le second ressort scénaristique sur lequel Jiménez a de toute évidence beaucoup investi, c'est l'attachement émotionnel entre ces deux personnages principaux, un lien mis à rude épreuve dans tout le dernier segment du film, mais pour que ce point fonctionne à plein, il aurait fallu qu'on y croie davantage. Comme je le disais précédemment, malgré le talent des deux interprètes, pour moi on ne croit pas à l'attirance, aussi bien par manque de mise en place scénaristique que du fait qu'on ne décrète pas une alchimie entre deux personnes, d'autant plus quand elles ont une génération d'écart. Et si je développe autant ces points négatifs et ces réserves, c'est parce que ce film aurait pu être bien plus. Alors certes, il est nécessairement des limites de budget, de temps, de tournage, etc. Toutefois, le potentiel pour une œuvre plus profonde est bien là et c'est forcément frustrant d'être passé à côté d'un véritable Blade Runner à la française pour se limiter à une belle proposition esthétique, un film nerveux, mais qui se préoccupe davantage de l'action et de la surprise que de leurs conséquences et contexte. Avant d'en venir à la conclusion, je vous propose un point spoiler pour celles et ceux qui ont vu le film ou qui se contrefoutent des spoilers, et pour justement développer un peu la question de la surprise que choisit le film au détriment de sa propre construction d'ensemble. Attention, j'espère que vous êtes prêts, on entre maintenant en zone 1 spoiler intense, attachez vos ceintures. Comme on pouvait s'en douter, l'intelligence artificielle joue un rôle négatif, toutefois alors qu'on s'attend à ce qu'elle soit simplement instrumentalisée par un gouvernement fascisant, on se retrouve avec la révélation que c'est l'IA, nommée Alma, qui s'est rebellée et n'en fait maintenant qu'à sa tête en tuant à tour de bras pour mener à bien ce qu'elle considère comme sa priorité première. Le ministre de l'Intérieur, qu'on supposait être le grand méchant depuis le début, apparaît plus comme un pantin trouillard qu'autre chose, ce qui n'est pas irréaliste en soi d'ailleurs. Il avance comme prétexte de son inaction le risque de panique dans la population, mais en creux, on peut deviner qu'il protège surtout sa personne et sa carrière. C'est juste dommage que cet aspect ne soit absolument pas développé, justement pour préserver la sacro-sainte révélation du film quant à Alma. Je pense qu'en sacrifiant la surprise, Chien 51 aurait été nettement meilleur. Il aurait été possible de montrer les diverses façons dont Alma accède aux informations, pousse les gens à agir
et contrôle leurs faits et gestes. Petit instant culture avec les diverses étymologies du mot Alma qui se rejoignent souvent dans leur signification et leur champ lexical. On a Alma en arabe qui signifie eau, Alma en latin qui signifie nourrissante ou encore bienveillante, ou encore Alma en hébreu qui signifie jeune fille. On retrouve le mot dans l'expression Alma mater, mère nourricière, qui correspond notamment à la version gréco-romaine de la notion extrêmement ancienne de déesse mère. Comme vous le savez certainement, Alma mater est le plus souvent utilisé à notre époque pour désigner une école ou une université dont les anciens élèves sont les alumni, les nourrissons littéralement. On retrouve ici la notion d'infantilisation de l'humain qui est placée sous la coupe d'un adulte responsable, à savoir l'intelligence artificielle, qui estime mieux savoir que l'humain, ce qui est bon pour lui. Comme je l'évoquais précédemment, dommage de ne pas avoir été plus loin en montrant que des gens seraient carrément d'accord avec Alma qui organise la mort des dealers, l'assassinat de ceux qui se dressent sur le chemin de son grand projet sécuritaire. Et oui, il ne fait absolument aucun doute que des tas de gens de notre présent, de notre réalité, seraient d'accord avec Alma et iraient plus loin sans doute dans l'élimination des plus pauvres et notamment des migrants jugés dangereux sur la base de statistiques incomplètes ou parfois carrément trafiquées. Quant au final, avec ce soulèvement populaire, il est trop rapide et optimiste. Il lui manque un volet dystopique plus affirmé comme une nuée de drones qu'on verrait s'approcher de la foule contestataire par exemple, sans parler de tirs dans le tas de la part des forces de l'ordre. En conclusion, Chien 51 est un film d'action à l'esthétique réussie et aux interprètes charismatiques qui parvient à rendre crédible et effrayant un futur terriblement proche de nous, tout en s'abordant le potentiel de son propos, essentiellement en faisant le choix de la surprise, un choix qui va primer sur tout un pan de développement possible de son univers. S'y ajoute une romance à la crédibilité douteuse et une fin hâtive qui laisse un peu perplexe quant au devenir véritable de ces Français qui contestent un déni démocratique évident. Si cela vous rappelle vaguement quelque chose, je vous invite bien sûr à vous exprimer en commentaire et à vous abonner pour soutenir la vidéo comme la chaîne. Je fais au mieux pour cette semaine et comme la suivante d'ailleurs, mais des contraintes personnelles avec notamment du médical dans mon entourage me limitent pas mal, j'en suis désolé. Portez-vous bien surtout, et puis ne votez pas à l'extrême droite, ce serait un peu couillon. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!